à tous et bienvenue dans Smart Impact. Je suis ravie de vous retrouver pour parler RSE et transition écologique des entreprises. À mes côtés, comme tous les jours, Émilie Kovacs, fondatrice et rédactrice en chef du média Ecopo. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Au sommaire aujourd'hui, nous parlerons smartphone et téléphonie responsable avec Agnès Crépé, qui est directrice des systèmes informatiques de chez Fairphone. Nous l'aurons en visio. Ensuite, notre débat RSE se posera la question de comment impliquer ses collaborateurs dans sa politique RSE. Pour en parler, nous aurons en plateau Fabrice Bonifay, qui est président du C3D. Il est également directeur QSE chez Bouygues. Et nous avons avec lui Timothée Cueillard, qui est cofondateur d'EcoDev. Nous verrons ensuite comment 30 solutions ont été mises au point pour se sortir du climat, de la crise du climat. Et enfin, nous accueillerons Pascal Nuty, qui est fondateur de Solable, pour parler traitement et purification de l'eau. Mais tout de suite, les news avec Eva. L'intégration ESG renforcée par la crise sanitaire. C'est ce que nous révèle la nouvelle étude BNP Paribas Asset Management en collaboration avec l'Institut Greenwich Associates. Les investisseurs sont en effet plus soucieux des critères sociaux et environnementaux quand il s'agit d'investir. Et particulièrement les critères sociaux, nous dit d'ailleurs ce rapport. Ils sont désormais considérés comme très importants par 70% des répondants, soit 20 points de plus qu'avant la crise. La crise du Covid-19 a clairement provoqué l'émergence des considérations sociales dans les prises de décision, a réagi Frédéric Jambon, directeur général de BNPP AM. Leur impact critique et positif sur la création de valeur à long terme est désormais largement reconnu, conclut-il. Une police de l'environnement va patrouiller dans les zones touristiques. Oui, pour préserver la nature, une campagne nationale a été lancée pour mobiliser une équipe de policiers. Ils seront cette fois au service de la nature en sillonnant les zones touristiques de toutes les régions françaises. À terre comme en mer, cette police de l'environnement sera déployée dans les zones de forte affluence partout en France. Les autorités ont décidé d'anticiper le mouvement des touristes en mobilisant quelques 1500 policiers. Cette équipe aura pour rôle de surveiller et protéger les habitats naturels fragiles durant toutes les vacances d'été afin de sensibiliser les visiteurs à la préservation de la biodiversité. Et enfin, on termine avec un nouveau festival, Agir pour le vivant. Il s'installe à Arles du 24 au 30 août. Un rendez-vous estival pour remettre le vivant au cœur des débats et rencontrer celles et ceux qui imaginent le monde de demain. Pour cette première édition, Agir pour le vivant consacre la journée du 27 août à celles et ceux qui accompagnent la transition écologique dans les entreprises et les territoires pour adopter des comportements durables dans le monde professionnel. Au programme, de nombreux débats et tables rondes sur l'entreprise engagée ou encore le rôle de la finance dans la transition. Et c'est maintenant l'heure de notre invité du jour. Notre invitée du jour est Agnès Crépé, qui est directrice des systèmes informatiques de chez Fairphone. Bonjour Agnès. Bonjour. Bonjour. Alors, vous n'êtes pas en France, c'est pour ça qu'on vous a en visio. Où est-ce que vous êtes, Agnès ? Alors, je suis à Amsterdam. Je suis au siège de Fairphone, qui est assez vide. Mais voilà, je vous appelle d'Amsterdam aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez nous présenter brièvement Fairphone, nous expliquer où est-ce que en sont les ventes, par exemple, recontextualiser ? Oui, bien sûr. Donc Fairphone, c'est une entreprise qui a 8 ans aujourd'hui. J'insiste bien sur le fait que c'est une entreprise. Donc notre objectif, c'est d'être rentable aussi. Même si on a démarré, même si l'histoire de l'entreprise a démarré par une campagne de prise de conscience sur les minerais rares, qui sont très liés au conflit armé, notamment les minerais rares dans les téléphones. Et aujourd'hui, en fait, c'est une entreprise qui fabrique des téléphones d'une manière responsable. Et on est la seule entreprise au monde à faire ça. J'en suis assez fière. Et l'objectif, c'est de montrer que c'est possible de construire un smartphone en essayant d'avoir des conditions de travail sur toute la chaîne d'approvisionnement qui soient meilleures en comparaison à d'autres industries du marché. Comment vous arrivez justement, vous, à contrôler cette chaîne de production ? Parce qu'il y a beaucoup d'éléments, beaucoup de minéraux qui sont utilisés pour la construction d'un téléphone. Comment vous arrivez à contrôler toute cette chaîne ?
Alors, c'est un travail très minutieux. Aujourd'hui, on est à la 3e génération du téléphone. Donc, au départ, on s'est attaqué sur certains minerais, on a démarré sur l'or, etc. Et plus on avance dans l'histoire de Fairphone, plus on essaye d'attaquer d'autres minerais. Il faut savoir qu'il y a à peu près 40-45 composants qui composent un téléphone. Donc, aujourd'hui, on se focalise uniquement sur 8. Ça paraît peu, mais c'est déjà énorme. Et l'or, voilà, l'or, le cobalt, l'étain, le tungstène, le lithium, les néodymes et le plastique. Et en fait, sur chacun d'eux, en fait, on essaie de trouver des partenaires, parce que c'est évidemment pas nous qui allons dans les mines et qui puisons l'or, par exemple. Donc, on doit créer des partenariats avec des entreprises, avec des mines familiales parfois, qui soient OK avec les critères qui ont été établis par Fairphone. Donc des critères qui vérifient les conditions de travail, qui vérifient qu'il n'y ait pas d'enfants, qui vérifient que le minerai ne finance pas les conflits armés, des choses comme ça. Et donc évidemment c'est très long, mais l'objectif c'est d'arriver à avoir plus de transparence dans la chaîne d'approvisionnement, parce que ce qui est dingue, c'est qu'aujourd'hui tout le monde a un téléphone dans la poche, mais personne ne sait comment c'est fabriqué et personne ne sait à quel point il y a des problématiques environnementales et sociales. J'insiste bien sur le côté social aussi, hein, parce que quand on parle du travail d'enfants, on touche à des vraies problématiques sociétales. Justement, Agnès, comment rendez-vous vos chaînes d'approvisionnement et de production transparentes ? Alors, ce qu'on fait aujourd'hui, par exemple, vous allez sur le site de Fairphone, vous pouvez facilement trouver toute la liste des entreprises avec lesquelles on travaille, toute la liste qui nous fournissent les composants électroniques. Et donc, comment on fait ? Eh bien, ça fait partie de nos critères de sélection des entreprises avec lesquelles on travaille. Donc, vous allez avoir dans un rapport la liste, l'adresse, les contacts des fournisseurs. Et ce qui est un petit peu plus compliqué, c'est l'usine avec laquelle on travaille qui assemble les téléphones, donc qui est en Chine. Là, on va encore un peu plus loin. C'est-à-dire qu'on a des employés Fairphone qui travaillent avec des employés de l'usine pour définir ce que peuvent être des bonnes conditions de travail. Parce qu'avec notre point de vue d'occidentaux, on pourrait dire que c'est uniquement les salaires, ce qui est effectivement un point très important. En fait, c'est important que ce soit codéfini, en fait, ce qu'on appelle une bonne condition de travail. Donc, comment on fait ? Eh bien, on pousse nos partenaires à nous ouvrir leurs portes et à travailler avec leurs employés. Donc, par exemple, on a des employés Fairphone qui travaillent dans notre usine en Chine pour améliorer ce que les employés jugent étant des bonnes conditions de travail. Donc les dortoirs, les cantines, tout ça, ça fait partie du travail de Fairphone. Est-ce que cette transparence, c'est aussi pour influencer peut-être les autres acteurs du secteur des smartphones et de la téléphonie ? C'est aussi pour influencer ? Exactement. En fait, le but de Fairphone, c'est pas de vendre des Fairphone. Le but, c'est de changer. Le but de l'entreprise, c'est vraiment de changer l'industrie électronique. On veut montrer que c'est possible de construire un téléphone qui marche, qui soit rentable et qui soit fair. Et donc évidemment, et ça je trouve ça génial, on a dans nos KPI, dans nos indicateurs de réussite interne, on n'a pas uniquement le fait d'être rentable, mais on a aussi une mesure qui consiste à vérifier combien d'entreprises nous suivent, combien de Philips, de Samsung, etc. sont prêts à mettre de l'or équitable dans leur téléphone, des choses comme ça. Parce que pour nous, si personne nous suit, Fairphone ne sert à rien. Donc l'objectif, c'est vraiment, il est très ambitieux et je suis sûre qu'on va y arriver, c'est de vraiment changer l'industrie. Toute l'industrie. Exactement. Donc aujourd'hui, on a vendu, donc le dernier téléphone, c'est le Fairphone 3. Il est sorti en août. De août à décembre, on a vendu 45 000 téléphones. Ça peut paraître peu, mais c'est déjà énorme. Et on veut montrer que c'est quelque chose qui est possible. On était à fin décembre à peu près 200 000 utilisateurs dans notre communauté. Et voilà, on commence à être un acteur qu'on remarque. Et ça, c'est quand même très important et très stimulant, je dirais. Est-ce que la raison d'être, j'allais dire, très engagé, très responsable dans la téléphonie, on connaît l'importance des smartphones aujourd'hui, tout le monde en a un sur soi. Et je pense que tout le monde a envie d'avoir un téléphone responsable, engagé, avec des matériaux engagés, dont on sait la provenance. Est-ce qu'on peut rivaliser avec des grosses marques de téléphonie, dont je ne vais pas citer le nom, mais en termes de performance, est-ce que c'est peut-être là où ça va pêcher encore ? Est-ce que le consommateur, il est prêt à ça, à renoncer peut-être à des outils techniques versus un engagement ? Est-ce qu'aujourd'hui, on n'en est pas encore là ?
Alors, c'est une super bonne question et justement, je pense que le travail de Fairphone, c'est pas uniquement de faire un téléphone de qualité qui fonctionne pour justement arriver à atteindre tout le monde, mais c'est aussi à changer les usages, donc à impliquer plus l'utilisateur, plus le consommateur, et afin que le consommateur devienne un véritable membre de la communauté. Il y a quand même un truc génial chez Fairphone. Quand je suis arrivée, ça fait 2 ans que je travaille chez Fairphone, j'ai vraiment été très surprise de l'implication des consommateurs. Genre aujourd'hui en Allemagne, l'Allemagne et la France, c'est nos plus grosses communautés. Et aujourd'hui, vous avez des meet-up, des gens qui se retrouvent le samedi après-midi pour réparer leur Fairphone, pour apprendre aux gens à changer les pièces, etc. C'est incroyable. Donc on arrive à avoir non seulement des consommateurs, mais des vrais acteurs. Et du coup, sur les premières générations de téléphones, notamment le Fairphone 1 et le Fairphone 2, on était sur des téléphones qui pouvaient avoir des problèmes techniques, etc. Et on avait des gens dans plein de villes en Allemagne ou dans plein de villes en France qui étaient là pour aider les autres consommateurs, ceux qui étaient moins techniques, etc. Donc ça aide beaucoup. On est sur une génération aujourd'hui de Fairphone 3 qui marche, qui est de qualité très bonne. Donc du coup, on pourrait avoir moins besoin de ces communautés, mais on essaie tout le temps de les nourrir parce que ça fait partie de l'ADN. Vous estimez à combien de temps la durée de vie du Fairphone? Alors, nous aujourd'hui, on s'engage à faire au moins des mises à jour logicielles pendant 5 ans. Il faut savoir que l'empreinte écologique, le coût CO2 d'un téléphone, ça vient à 70% de sa production. Donc si on peut produire moins, ça veut dire que c'est bien pour la planète. Donc en gros, ce qu'on veut faire, c'est d'allonger la durée de vie du téléphone à au moins 5 ans, voire 7 ans. Si vous l'allongez à 5 ans, vous réduisez de 30% les émissions CO2. Et si vous l'allongez à 7 ans, vous réduisez de 45%. Donc notre objectif, c'est entre 5 et 7 ans. Au moins 5 ans pour les mises à jour logicielles, ce qui est du jamais vu dans l'industrie Android. Nous, on est sur un téléphone Android et aucun acteur fait des mises à jour sur 5 ans. Il nous reste quelques secondes, Agnès. Quels sont vos axes de développement pour les mois et les années à venir? Est-ce que c'est d'avoir justement encore plus de minéraux tracés? Est-ce que c'est arriver à 100% de recyclage, de renouvelables? Quels sont vos objectifs? Donc l'objectif, c'est d'arriver à ce que 40% des matériaux qui composent le poids du téléphone soient fer. Donc presque la moitié, ça c'est un objectif fort de Fairphone. Donc sur les matériaux responsables, on a toujours notre objectif d'améliorer les conditions de travail sur toute la supply chain. On a aussi un fort objectif sur la réutilisation des matériaux, sur le recyclage des téléphones. Ça fait toujours partie de l'ADN de Fairphone. Et le dernier objectif, c'est d'arriver à améliorer encore sur les prochaines générations la partie modularité et long lasting design. Donc arriver à travailler sur les mises à jour logicielles également sur le long terme. Voilà. Merci beaucoup Agnès Crépet d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci de nous avoir parlé de Fairphone. On va maintenant passer à la bonne pratique du jour. Face à la crise sanitaire et ses conséquences économiques, l'Association des professionnels en conseil climat, énergie et environnement, l'APCC, propose 30 plans de transformation des territoires, des organisations et de la société. En effet, elle a souhaité saisir cette opportunité pour réfléchir et repenser les modes d'organisation, transformer les modèles de société pour devenir plus résilients face au changement climatique. Selon elle, il faut trouver des solutions aux problèmes majeurs de notre époque qui sont le changement climatique, l'énergie, l'environnement, la santé, la sécurité alimentaire, la déforestation et la mondialisation des productions. Or, ces problèmes ne peuvent être compris isolément. Selon l'APCC, ils sont systémiques, interconnectés et même interdépendants. Parmi les 30 solutions de son rapport, on trouve par exemple décliner la stratégie nationale bas carbone sous forme de guide méthodologique par secteur, mais aussi conditionner le versement de subventions et de prêts publics à la mise en œuvre d'un plan de transition répondant aux objectifs de la SNBC, ou encore chaque année, évaluer et rendre compte du budget sous l'angle du plan de transformation grâce à une méthodologie comparable d'un territoire à l'autre. Des solutions à retrouver sur le site de l'association en accès libre. Merci beaucoup Émilie. C'est maintenant l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises.
Notre débat du jour s'intéresse à l'implication des collaborateurs dans sa stratégie, dans sa politique RSE. Pour en parler, j'accueille sur le plateau Fabrice Bonifay, qui est directeur QSE chez Bouygues et développement durable. Et vous êtes également président du C3D. Merci Fabrice d'être avec nous. Bonjour. Et à côté de lui, en face de lui, nous avons Timothée Quelard, qui est cofondateur d'EcoDev. Bonjour et merci d'être avec nous tous les deux pour parler de ce sujet. Alors par où commencer pour impliquer ses salariés dans sa stratégie RSE, Fabrice, selon vous? Par quoi on commence? Il faut déjà que le patron soit motivé, parce que c'est difficile de motiver les collaborateurs si le patron ne l'est pas. Comme disait ma grand-mère, un escalier, ça se balaye par le haut. Donc, s'il y a une vraie volonté d'agir, les collaborateurs ne peuvent qu'adhérer en fait à ce type d'approche, franchement, surtout aujourd'hui avec ce qu'on sait, avec le niveau d'urgence des mesures à prendre pour nous sauver nous-mêmes, au-delà de sauver la planète. Aujourd'hui, il n'y a pas de difficulté de mobiliser les collaborateurs sur ces sujets. Parce que les gens ont compris, enfin une grande partie des gens ont compris pourquoi. Mais quand on a compris pourquoi, ça ne suffit pas pour agir. Il faut mettre en place un plan d'action, définir une raison d'être de l'entreprise, modifier le modèle économique, changer le système de reconnaissance, changer le système de management, il faut tout changer. Donc tout le monde est pour le progrès mais contre le changement, donc c'est compliqué. Par où commencer, selon vous? Pareil, par le dirigeant? Clairement, non, on suit un baromètre depuis plusieurs années sur le sujet, effectivement, de la perception des salariés sur leur employeur, sur la politique RSE, et on voit qu'effectivement, aux 3/4, ils attendent que leurs dirigeants soient exemplaires. Donc ça, c'est un vrai point d'entrée. Il y en a un autre qui est quand même essentiel, c'est la pédagogie, la sensibilisation ou l'éveil autour de ces thématiques, parce que comme vient de le dire Fabrice, c'est très judicieux. Il faut changer quasiment tout. Et pour changer tout, il faut accepter de vouloir changer. C'est la base, ça paraît peut-être évident, mais c'est important de le dire. Et là, si le constat n'est pas le même, et si la base de ce que c'est le changement n'est pas, on va dire, partagée par tous, on n'y arrive pas. Et là, on le voit sur le baromètre aussi qu'on suit. Il y a quelques années, on était à peine 10% des salariés qui arrivaient à définir ce qu'on peut appeler une politique RSE au développement durable. Aujourd'hui, c'est à peu près la moitié, donc on a fortement progressé. Mais une fois qu'on est d'accord sur le constat, changer les modèles, là on voit que c'est beaucoup plus compliqué parce que à peine 10% des entreprises, et je suis assez sympa en disant 10%, ont réellement commencé à monter des nouvelles offres ou à monter des nouveaux fonctionnements. C'est plus difficile pour une grosse entreprise que pour une petite, peut-être, de réorganiser toute son entreprise autour de ces enjeux-là? Oui, je pense que quand on est plus gros, il y a plus de monde à faire changer et il y a des modèles avec des enjeux financiers qui sont importants. Donc clairement, quand on crée une structure qui peut-être est plus agile et va être capable d'évoluer très rapidement, ça va être plus simple. Après, les gros ont des moyens que les petits n'ont pas, et si on ne fait pas changer les gros, les petits peuvent être tous vertueux, ça ne changera pas la donne au global, quoi. Chez Bouygues, par exemple, ça a été plus compliqué du fait de la taille de l'entreprise? On ne peut pas changer un corps social de 138 000 collaborateurs comme ça en claquant de doigts. C'est pas possible. Par contre, ce qui est possible, c'est ce que vient dire Timothée, c'est de travailler avec les managers, parce qu'en fait, une grosse entreprise, c'est une agrégation de PME, en fait, qui partagent la même culture, qui partagent des valeurs, mais comme les centres de profit sont quand même très indépendants les uns des autres, et la vitesse de la transformation est très différente en fonction de la maturité des managers des unités opérationnelles. Donc il y a des unités opérationnelles qui vont très vite, parce qu'il y a des convictions personnelles des dirigeants, et puis aussi une maturité des clients qui commence à arriver et qui nous aident. C'est plus facile quand le client est demandeur. Et puis il y en a que ça va moins vite pour tout un tas de raisons. Donc non, c'est pas du tout homogène dans un grand groupe, même si la direction générale a un rôle à jouer pour impulser, pour donner les moyens, pour maintenir une vision claire et la plus partagée possible. Mais ensuite, au niveau du déploiement, c'est chaotique. C'est forcément chaotique. Et maintenant, il ne nous reste plus beaucoup de temps pour changer ces modèles, parce qu'en fait, le problème, ce n'est pas simplement d'améliorer à la marge, de faire un peu moins mal ce qu'on a toujours fait. Ça, on peut considérer que ça fait 10 ans qu'on essaye de faire moins mal. Maintenant, il faut vraiment faire autrement, en prenant véritablement en compte les enjeux de long terme, en s'inscrivant dans une stratégie de décarbonation, parce que ça, c'est la mère des batailles. On dit, voilà, il faut qu'on arrive à faire les mêmes résultats, mais en émettant 2 fois moins de carbone d'ici 10 ans. Et ça nécessite véritablement de tout changer. Mais est-ce qu'on est encore en phase de sensibilisation
Non, Bon. ça y est, on l'a passé, on est en phase d'action là. Oui, enfin, je pense que maintenant, ça va être compliqué pour les entreprises les moins sincères de continuer de faire semblant, quoi. Il y a eu beaucoup de greenwashing au début des démarches, et maintenant, il y a de plus en plus de censeurs et de parties prenantes qui savent décrypter le blabla de ceux qui passent véritablement à l'acte, parce qu'on sent que les entreprises sont sincères dès lors qu'elles mettent en place des offres alternatives, visibles, et puis dès lors qu'elles publient aussi des engagements mesurables et quantifiables, et aussi qu'elles indiquent leur niveau d'investissement. Parce qu'en fait, dis-moi combien tu investis, je te dirai comment tu es sincère. Donc, à partir de là, de plus en plus de parties prenantes arrivent à décrypter assez facilement le niveau de sincérité des entreprises. Et nous, au C3D, on voit bien que depuis quelques mois, il y a un vrai changement de braquet qui s'opère. Alors, la question, c'est... Je pense qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui ont conscience qu'on ne pouvait plus continuer comme avant. La difficulté maintenant et la question, c'est est-ce qu'on ira assez vite pour réussir l'enjeu climatique et entraîner à la fois nos écosystèmes respectifs en France et à l'international, parce que la France, c'est que 2% des émissions mondiales. Donc nous, on a intérêt à être vertueux pour nous-mêmes déjà, pour nos parties prenantes à nous, mais on a intérêt aussi à l'être pour entraîner au-delà de nos frontières d'autres entreprises, d'autres communautés à s'inscrire dans une trajectoire de transition. Timothée, comment concrètement impliquer les salariés dans une démarche éco-responsable ? Alors, comment c'est tout un chantier. Hein. Il y a beaucoup de canaux et de moyens finalement de les embarquer. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que l'attente est très forte pour les 3/4 vraiment de travailler sur la sensibilisation, l'éveil et déjà des formations. Peu sont finalement bien formés. Je n'ai plus les chiffres en tête, mais globalement, à peu près un salarié sur 2 doit être formé sur les 2 dernières années, de l'ordre d'une journée au grand maximum sur ces sujets de RSE. Donc, on est vraiment sur des micro-formations, là où il y a des attentes beaucoup plus fortes. Et je pense que ça, c'est la base. Et les autres attentes qui ressortent souvent, c'est de pouvoir avoir une vision très claire du dirigeant et de la feuille de route de l'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de salariés qui cherchent du sens dans leur quotidien professionnel, qui n'y trouvent pas leur compte aujourd'hui, parce que quand vous êtes extrêmement vertueux dans votre quotidien personnel, mais que votre activité ne l'est pas parce que les investissements, l'activité va à l'encontre, ça pose énormément de problèmes. Donc c'est comment concrétiser finalement cette philosophie et cette stratégie RSE sur de l'opérationnel. Et là, ils attendent de leur manager d'avoir des actions concrètes, de pouvoir avoir des... Mais ça peut venir d'eux aussi, des initiatives qui viennent du salarié lui-même pour mettre une ruche, par exemple, sur le toit de l'entreprise. Ça peut être très concret. Les impliquer, c'est les faire participer aussi. C'est la raison d'être des Codev au départ, il y a 11 ans, c'était comment on va créer des choses véritablement efficaces, concrètes sur le terrain pour les faire remonter le plus haut possible. Bon, il se trouve que c'est un peu un échec parce que tant que vous n'avez pas des dirigeants, une stratégie et pas de temps et pas de budget, vous avez beau vouloir dire on va faire des choses, ça va finir par des actions symboliques. Il faut des moyens quand même. Le gobelet, éventuellement une rue, ce genre de choses, mais c'est pas ça qui va changer profondément les choses. Donc nous, on a beaucoup dépensé d'énergie pour des résultats assez faibles, mais c'est extrêmement satisfaisant. En tout cas, ça c'est la bonne nouvelle, c'est que le faire, en tout cas, ça rend heureux, ça rend... on va dire plus motivé au jour le jour. Mais quand on fait un zoom un peu macro, si on prend à l'échelle de la France, moi on travaille sur le carbone depuis plus de 10 ans, on n'a jamais eu autant de rapports qui annoncent que les entreprises sont plus vertueuses d'une année sur l'autre sur le carbone, mais la somme globale de toutes ces additions reste au-dessus de la moyenne et au-dessus des ambitions qu'on s'est fixées. Donc à un moment donné, c'est comment plein de moins font un plus. Donc voilà, et on en commence à avoir la traduction de ce genre d'éléments. C'est que si je le prends sur le trajet, par exemple, quotidien des collaborateurs et le télétravail, qui est un sujet d'actualité, on voit que certaines études démontrent qu'on gagne du carbone parce que les gens se déplacent moins. Donc l'entreprise a un bilan carbone plus vertueux, mais ce temps disponible qui n'est pas passé dans les transports en commun peut être consacré à autre chose. Et éventuellement partir en week-end, faire d'autres loisirs, ou s'occuper à faire d'autres choses qui, eux, peuvent avoir des impacts encore plus négatifs, on va dire. Donc là, il y a le sujet de comment embarquer les salariés, mais en fait, les salariés, il faut les embarquer aussi dans leur vie perso, ou l'inverse. En tout cas, voilà. Dans une réorganisation, c'est ça, Fabrice. 10 secondes pour réagir, si vous voulez. Non, mais il a raison, garçon. L'effet rebond, c'est redoutable. Hein. En fait, ce qu'on gagne d'un côté, on risque de le perdre de l'autre. Donc, alors que c'est en valeur absolue qu'il faut pouvoir baisser. Donc, ça nécessite pas simplement d'être vertueux au bureau, d'être vertueux tout le temps. Et pour ça, il faut réenchanter en fait la raison d'être de l'entreprise. Donc, c'est-à-dire, si on veut que les comportements les vertueux soient pérennes, il faut pouvoir avoir des systèmes d'incitation
qui vont permettre de maintenir dans la durée ce changement de comportement pour que ça devienne un art de vivre et que les gens apprécient finalement vivre un peu moins vite, faire un peu moins de choses, dépenser un peu moins d'argent dans des produits dont ils n'ont pas forcément toujours besoin. Donc c'est une nouvelle façon, une nouvelle société. Le monde d'après, c'est un monde où on va aller, ça sera différent, complètement différent, mais ce sera certainement mieux. Merci beaucoup, on va terminer sur ces mots. Merci beaucoup, c'est déjà la fin de ce débat. Merci à tous les deux. On va maintenant passer à la bonne idée du jour. Retrouvez le débat de Smart Impact avec Veolia. Notre bonne idée du jour est celle de Pascal Nuty, qui est le cofondateur de lavie.bio. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Est-ce que vous pouvez nous présenter Lavie ? Bonjour, bien sûr, avec plaisir. Lavie, c'est un purificateur qui a été breveté il y a 2 ans environ et qui consiste en espèce de tube magique qui va permettre de traiter de l'eau par la lumière, c'est-à-dire qu'on ne la touche pas. Cette eau, c'est de l'eau du robinet classique et on va la transformer dans quelque chose de plutôt supérieur à de l'eau en bouteille au niveau qualité organoleptique, aussi bien que goût ou simplement qualité biochimique. C'est-à-dire qu'on va vraiment la débarrasser de tout ce qui a pu l'embêter entre son endroit de distribution et chez vous, et donc vous la rendre pure de tout polluant, de pesticides, de chlore, de tout ce qui va lui donner quelque chose qui va vous empêcher de la consommer et qui va vous faire acheter de l'eau minérale. Ou de l'eau en bouteille, pas forcément minérale, mais notre combat, c'est d'arrêter l'achat de l'eau en bouteille et de le remplacer par quelque chose de plus vertueux, de plus qualitatif, avec une meilleure expérience client, puisqu'on n'a plus à transporter des packs d'eau. On boit de l'eau dans des jolies bouteilles en verre. Et c'est ça qui vous a fait décider de vous lancer, de vous attaquer à ce secteur, oui, c'est ça ? Notre société, c'est vraiment drivée par l'impact. Et donc, notre but, c'est vraiment qu'on arrête cette stupidité qui est la bouteille en plastique à usage unique, et pour la remplacer vertueusement par quelque chose qui va se rentabiliser très vite, qui va vous apprendre en fait à faire quelque chose chez vous et qui va finalement arriver à bouger votre esprit de façon à ce que vous ayez d'autres réflexes derrière. C'est-à-dire qu'apprendre à faire quelque chose chez soi, gagner de l'argent, gagner du temps, gagner en qualité de vie, ça permet de se dire, tiens, peut-être que je pourrais faire d'autres choses chez moi. Et finalement, on va arriver, avec d'autres produits bientôt aussi, à augmenter cette potentialité. Et on pense qu'on peut transformer les gens comme ça, homéopathiquement, par progression successive, doucement. Quel est le programme de développement pour la ville les mois qui arrivent ? Alors, c'est la vente aux particuliers, aux entreprises ? La vente aux particuliers, donc on a réussi à vendre dans la première année, en 2017-2018, 1000 produits. Dans la deuxième année, qui était 2019-2020, on en est à peu près à 10 000 qui vont s'arrêter là en octobre. On espère arriver à 30 000 au minimum, voire 50 000 dans l'année suivante, mais c'est conditionné par une levée de fonds qu'on est en train de préparer et une arrivée à l'international, bien entendu. Et on va présenter au CES 2021, donc en janvier, une nouvelle version plus grosse qui va en fait remplacer les bonbonnes de 19 litres sur les fontaines à eau et vous permettre donc d'avoir des fontaines à eau avec la même qualité d'eau qu'on propose aujourd'hui dans notre purificateur. Merci beaucoup Pascal Nuty d'avoir été avec nous aujourd'hui, de nous avoir présenté la vie. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact, mais on vous retrouve comme d'habitude très vite avec Émilie. Et oui Eva, on vous retrouve demain pour de nouvelles solutions RSE et durables.